Vettel, c'est une légende de la Formule 1 avec ses 4 titres de champion du monde et ses 53 victoires. Mais pas que. Vettel, c'est aussi une personnalité qui a évolué aux yeux du public depuis ses débuts. Sébastien a pris sa retraite de la Formule 1 la saison dernière et je pense qu'on peut revenir sur sa carrière. Bienvenue dans ce deuxième épisode du triptyque sur Sébastien Vettel. Sébastien Vettel a très vite accédé à la Formule 1, une ascension claire dans les catégories juniors et dès qu'il est arrivé en F1, il a tout explosé. Surtout dans sa première saison complète en 2008 où il a pris la pole position et la victoire du Grand Prix d'Italie. Entre autres. C'est donc là où nous nous sommes arrêtés et ce jeune pilote a déjà un statut particulier, celui de champion du monde en devenir. Le truc, c'est qu'on est loin de se douter que 2009 va être sa première chance de titre. Red Bull n'a jusqu'alors jamais été en mesure de se battre ne serait-ce que pour le podium à la régulière, ils n'ont aucune victoire. Donc merci les nouvelles réglementations de 2009. L'équipe qui scotche tout le monde en ce début d'année 2009, c'est la petite structure Brown GP qui descend de Honda et qui a été mise sur pied rapidement par l'ingénieur du même nom. Button et Barrichello passent du fond de grille au doublé en Australie. Et il se trouve que dans ce Grand Prix, la Red Bull RB5 est rapide. Vettel a décroché le 3e chrono en qualification et se dirigeait vers une 2e position à l'arrivée. Mais peut-être par manque d'expérience, il s'est accroché avec la BMW de Robert Kubica dans l'antépénultième tour. Bon, au vu de l'efficacité du jeune homme, on peut lui pardonner. Enfin, il se prend quand même 10 places de pénalité pour le Grand Prix suivant à Sepang. Qualifié 3e et partant donc 13e, Sébastien vivra un Grand Prix difficile sous le déluge malaisien, remontant dans la zone des points mais terminant sa course en tête à queue. La course sera d'ailleurs interrompue au tour suivant pour ne jamais reprendre. Et seule la moitié des points est distribuée. Mais 0 divisé par 2, ça fait toujours 0. Donc dommage. Mais Vettel n'aime pas perdre et il sait qu'il doit réagir. Direction Shanghai où Sébastien offre la première pole position de Red Bull. Encore une fois, ce Grand Prix est sous la pluie et le départ est donné sous safety car. Malgré quelques frayeurs, Sébastien réitère sa performance du Grand Prix d'Italie 2008 en accrochant sa 2e victoire en carrière, la première de Red Bull. Ses premiers points de la saison qui le propulsent à la 3e place du championnat à égalité avec Timo Glock. Vettel, Weber et toute l'équipe Red Bull le savent, ils ne sont plus midfielders, ils sont candidats à la victoire chaque week-end. Adrian Newey a conçu l'une des meilleures voitures de cette nouvelle réglementation et elle sera développée. Si la Brown est plus rapide en début d'année, Red Bull a l'avantage sur le terrain financier, terrain indispensable pour le développement. Mais pour le moment, celui qui a le vent en poupe, c'est Button. Barrichello, qui dispose d'un statut précaire et d'une poisse légendaire, est un petit peu en retrait. Quant à Vettel, il doit s'imposer en interne. 2e derrière Button à Bahreïn, Weber le devance en Espagne. S'ensuit 2 courses compliquées pour l'Allemand qui commet d'autres erreurs. Il se crache à Monaco et abandonne. 3e abandon de la saison, le genre d'erreur dont on ne peut pas se permettre lorsqu'on joue le titre. Il en commet une autre au départ du Grand Prix de Turquie en sortant de la piste. Button reprend l'avantage et s'impose tandis que Vettel termine derrière Weber. Button a 2 fois plus de points que l'Allemand qui est 3e du classement juste devant son équipier. Mais c'est à partir de là que la saison bascule à l'avantage de Red Bull. La RB5 évolue drastiquement de l'avant et devient la meilleure voiture du plateau. Sébastien se montre intraitable à Silverstone, pole position et victoire. Sa première sur le sec et on peut justement voir une chose intéressante. Vettel, c'est le pilote qui va passer tout son week-end à régler sa voiture aux petits oignons et analyser la télémétrie pour être au maximum. Chercher le point de freinage parfait, le point de braquage juste, c'est un acharné de l'analyse. Il décroche alors la pole position et s'échappe en tête. Dans ce cas de figure, il est inarrêtable. Un rythme métronomique, une machine. Silverstone 2009, c'est le premier exemple. En Allemagne, Vettel est le nouveau chouchou du public, mais il terminera 2e derrière son équipier qui décroche sa première victoire en carrière. Il est 2e du championnat à 21 points de Button, et au vu de la nouvelle physionomie, le titre est prenable. Mais Vettel est retardé, problème de suspension en Hongrie et une casse moteur à Valencia. En Belgique, Vettel retrouve le podium avec une 3e place derrière Raikkonen et Fisichella sur Force India. Par chance, Button a été pris dans un carambolage au départ. Vettel remonte mais il est 3e, juste derrière Barrichello. La fin de saison se rapproche et les Red Bull sont nulle part en Italie.
Sur les terres de sa première victoire, Vettel termine à une triste 8ème place. Barrichello s'impose une dernière fois en carrière et Button prend la 2ème position. Là, ça va être difficile pour le titre, il reste 4 Grands Prix et il compte 26 points de retard sur Button. Barrichello est quant à lui 12 points devant l'Allemand. Mais Vettel continue de se battre, il termine 4ème à Singapour malgré une pénalité, puis c'est au tour du Grand Prix du Japon. Ce dernier revient à Suzuka et Seb va alors découvrir un circuit extrêmement difficile. Eh bien, Vettel s'y accommode très bien parce qu'il décroche la pole position et la victoire, alors que les Browns se ratent. Il compte 16 points de retard sur Button à 2 courses de l'arrivée. 2 ans plus tôt, Raikkonen avait 17 points de retard sur le leader Hamilton, donc ça reste possible. Surtout que Jenson n'est que 14ème au départ du Grand Prix suivant au Brésil. Et vu que c'est le Brésil, Barrichello a beau avoir fait la pole position, il va bien se passer un truc. Et c'est le cas, Rubinho ne termine que 8ème. Après, la cible de Vettel, c'est le leader du championnat Button, pas Barrichello. Le truc, c'est que Vettel part 15ème. Les deux prétendants au titre remonteront, alors que Webber remporte la course, Vettel termine 4ème juste devant Button. Il ne reste plus qu'une course, mais c'est trop tard. Avec cette 5ème place, Button remporte le titre mondial 2009. Vettel prend cependant la 2ème place du championnat à Barrichello. L'ultime manche de la saison se passe à Abu Dhabi, nouvelle venue au calendrier, et Vettel assure sa 2ème place au championnat avec une 4ème victoire dans l'année. Sébastien Vettel est vice-champion du monde. Forcément, il est un petit peu déçu et il compte bien remporter son premier titre mondial l'année suivante en 2010, en espérant bien évidemment que sa Red Bull soit aussi bonne. En 2009, Vettel n'était peut-être pas assez prêt pour se battre pour le titre. Remarquez que ce n'était que sa 2ème saison complète, la première au devant de la scène. Il doit maintenant gommer ses petites erreurs s'il veut décrocher le Graal en 2010. Red Bull met d'ailleurs tout en œuvre pour aider leur chouchou à triompher, aux dépens d'un certain Mark Webber, et cela va créer des tensions. La Formule 1 change un petit peu en 2010, nouveau système de points qui récompense désormais les 10 premiers et le vainqueur avec 25 points. C'est en gros ce qu'on a aujourd'hui sans le record du tour et sans les courses sprint. Vraiment c'est basique, vraiment basique, et en plus il n'y a plus de ravitaillement en essence. Le lancement de la saison se fait à Bahreïn sur un circuit allongé. Sébastien découvre alors sa nouvelle RB6 et c'est une bonne surprise. Adrian Newey a encore fait du très bon boulot et cette voiture semble encore plus rapide que la précédente. Vettel prend la pole position et se dirige vers une nouvelle victoire en solitaire, mais dans le dernier tiers de course, un problème le force à ralentir et l'Allemand doit se contenter de la 4ème place. Rebelote en Australie avec une pole position et un début de course parfait, mais un problème de roue le sort de la piste. On l'a vu en 2009, tous les points sont importants et il faut éviter les petites erreurs. Oh désolé, je bois un coup. En Malaisie, c'est enfin la bonne. S'il ne décroche pas la pole position, il prend la tête au premier virage et remporte sa première victoire de l'année. Enfin, il prend la 2ème place du championnat, 2 points derrière Massa. Il est à égalité avec Alonso, on se dit que ça y est, la saison de Vettel est lancée. Oui mais non, les Red Bull ont du mal en Chine et au retour en Europe, c'est Webber qui prend l'ascendant sur Vettel et ça fait grincer des dents. Le protégé de Red Bull doit être devant le vieux Webber. Enfin il n'est pas vieux, mais par rapport à Vettel, il est plus vieux. Parce que Vettel était quand même très jeune. Victorieux en Espagne et à Monaco, juste devant Vettel au passage, l'Australien s'empare des commandes du championnat juste devant l'Allemand à égalité. Mais classé 2ème pour un nombre de victoires inférieur. Arrive alors le Grand Prix de Turquie. Agacé par 2 défaites contre son équipier, Vettel et Red Bull veulent réagir en Turquie. Mais c'est Webber qui prend la pole position. Un jeu du chat et de la souris débute alors. L'Australien est en tête et Vettel le pourchasse. Et au 40e tour, Vettel est dans l'aileron de Webber et porte une attaque. Sauf que l'Allemand se décale légèrement pour intimider son équipier qui ne flanche pas et c'est l'accrochage. Terrible. Vettel abandonne et est furieux tandis que Webber peut continuer. Mais les McLaren sont passés et réaliseront le doublé. Un accident stupide qui va faire du bruit chez Red Bull. Webber est alors injustement accablé par son équipe qui protège coûte que coûte Baby Schumi. Sébastien sera d'ailleurs beaucoup critiqué. Oui, parce que si on devait désigner un coupable, ce que je n'aime pas faire, on n'est pas obligé de trouver un coupable tout le temps, bordel, faut arrêter avec ça, eh bien ce serait Vettel. Les deux avaient la possibilité d'éviter l'accident, mais celui qui l'a provoqué, c'est Vettel en se décalant légèrement pour tenter d'intimider. Et Webber n'a pas flanché, donc boum. Bref, à l'arrivée de ce Grand Prix, les tensions sont grandes. Vettel tombe 5ème du championnat et va devoir cravacher. 4ème au Canada, il retrouve le sommet à Valencia. Vient alors le Grand Prix de Grande-Bretagne. À Silverstone, Red Bull apporte des évolutions sur l'aileron avant. Ils sont au nombre de 2, un pour Vettel, un pour Webber. Les deux pilotes apprivoisent cette nouvelle pièce, mais le samedi matin en FP3, l'aileron de Vettel tombe. Pas de panique, on prend celui de Webber et on le pose sur la voiture de Vettel. Et Marc se retrouve avec l'ancienne version.
Chose qui l'énerve passablement. Vettel prend la pole position, mais le dimanche, les deux hommes ne se font aucun cadeau. Vettel tasse Weber qui ne flanche toujours pas et s'impose. Sauf qu'Hamilton frotte son aileron sur la Red Bull de Seb qui crève. Ses espoirs tombent à l'eau. Il termine 7ème tandis que Weber remporte le Grand Prix et laisse un message radio très cynique. Encore une fois, Vettel a manqué de maîtrise, il choisit mal ses combats et il a encore perdu des points. Ça va être compliqué pour le titre. D'autant plus que les Ferrari dominent en Allemagne et que Weber prend la victoire en Hongrie. Puis Vettel commet une nouvelle erreur en Belgique, perdant le contrôle de sa Red Bull. Il terminera 15ème. C'est brouillon et certains l'effacent même de la lutte pour le titre. Et Vettel le sait, s'il veut gagner son premier sacre, il doit se ressaisir. Il n'a plus le droit à l'erreur. Attention à la bête blessée. Les Red Bull sont encore une fois loin en Italie, mais Vettel fait une course intelligente en prenant le point de la 4ème place. À Singapour, si Alonso s'impose cette fois-ci sans l'aide de Piquet Jr., Vettel prend la 2ème position devant son équipier. Il est à ce moment-là 4ème du championnat à 21 points. Puis il s'impose de nouveau à Suzuka. Weber est 2ème. C'est toujours 7 points de repris et l'écart tombe donc à 14. Ouais, j'ai appris ma table de 7 pour les besoins de cette vidéo. Pour le nouveau Grand Prix de Corée du Sud, la pluie s'invite et piège Mark Webber dès le premier tour, qui est en fait le 19ème, mais à cause de la pluie, Bernd Melander retenait le peloton. Vettel est lui confortablement en tête et il évite les pièges. Avec son équipier out, il peut clairement se relancer au championnat. Et même carrément prendre les commandes. Mais dans les 10 derniers tours, son moteur Renault le lâche et Vettel abandonne sa victoire à Alonso. C'est l'Espagnol qui prend les commandes du classement. Il ne reste que 2 courses et ils sont 4 pilotes pour le titre. Alonso, Weber, Hamilton et Vettel. L'Allemand est 4ème du championnat à 25 points d'Alonso. Tout doit être parfait. Au Brésil, il part 2ème derrière Hülkenberg mais double son compatriote dès le premier virage. Intraitable, l'Allemand s'impose mais Weber et Alonso sont juste derrière. Tout va se jouer à Abu Dhabi, avec 14 points à rattraper, ça s'annonce compliqué. Mais l'Allemand s'en donne les moyens avec une pole position 31 millième devant Hamilton. Alonso est 3ème et Weber 5ème. Vettel conserve la tête dans les premiers tours. Alonso et Weber s'arrêtent avant lui et c'est un tournant dans le Grand Prix car les deux hommes ressortent derrière la Renault de Vitaly Petrov. Vettel, qui avait de l'avance et qui s'arrête plus tard, ne se retrouve pas bloqué derrière ce bouchon et conserve la tête après les arrêts de ses adversaires directs. Alonso et Weber sont coincés durant tout le Grand Prix derrière le Russe. Ils sont 7ème et 8ème. Vettel est toujours premier. Dans cette configuration, il est champion du monde. Il faut juste prier pour que ça tienne. Les tours défilent lentement et Sébastien Vettel remporte le Grand Prix d'Abu Dhabi. Mais son attention est ailleurs. Guillaume Roclin, son ingénieur, le tient informé. Hamilton P2, Button P3. Il faut 2 voitures de plus avant Alonso. Rosberg P4, Kubica P5. Vettel est champion du monde. En 2005, Fernando Alonso battait le record du plus jeune champion du monde. Il prenait la place à Emerson Fittipaldi avec ses 24 ans, 1 mois et 27 jours. Puis en 2008, Lewis Hamilton a fait mieux, 23 ans, 9 mois et 26 jours. En ce 14 novembre 2010, Vettel devenait à 23 ans, 4 mois et 11 jours le plus jeune champion du monde de l'histoire. Si Max Verstappen l'a battu sur plusieurs records de jeunesse, notamment celui du plus jeune vainqueur, Vettel reste encore aujourd'hui le plus jeune champion du monde de l'histoire. En cette saison 2010, l'Allemand a commis des erreurs. Il s'est fait des détracteurs par ses manœuvres trop agressives en piste, par son statut dans l'équipe ou par son air d'enfant gâté. Mais en 2010, Vettel a montré son caractère, un pilote agressif et impatient, mais de l'autre côté, un pilote méticuleux et diablement rapide. Le voilà champion du monde, comme Red Bull. Les deux vont de pair. Bon, on va vite passer sur 2011 parce que ça a été vite plié. Pour cette nouvelle saison, la Formule 1 évolue encore un petit peu et ça va très bien convenir à Sébastien Vettel et Red Bull. Bonjour le DRS et les pneus Pirelli. Adieu l'authenticité. Pardon. Vettel va appliquer sa formule magique plusieurs fois dans la saison. Une voiture parfaitement préparée, un pilotage optimisé, une pole position et un rythme de course intenable. Vettel prend 5 pole positions et victoires des 6 premiers Grands Prix de la saison. Intouchable. Avec cet élan et cette aisance, Sébastien Vettel décroche également sa première victoire à Monaco. Au Canada, Vettel est en passe de remporter une 6ème victoire en 7 Grands Prix. Mais dans ce plus long Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, rien n'est joué. Vettel mène toute la course, mais dans le dernier tour, il doit résister à Jenson Button qui lui s'est arrêté 5 fois avec un drive-thru en plus. Relégué dernier à plusieurs reprises, le Britannique est pourtant dans l'aileron de la Red Bull et il pousse Vettel à la faute. Une roue sur le mouillé et la victoire s'échappe. Il saura s'en souvenir. La démonstration continue, victoire à Valencia, 2ème à Singapour et oh, surprise, 4ème chez lui en Allemagne.
son premier non-podium de la saison, une exception. Deuxième en Hongrie, puis victoire lors des 3 courses suivantes. Tout d'abord à Spa, ce qui fait que Vettel s'est imposé sur tous les circuits les plus demandants en termes de pilotage, donc Monaco, Suzuka et Spa. Puis ensuite il s'impose à Monza, les terres de sa première victoire, et Singapour. C'était la première balle de match de Vettel, mais vu que Button, le meilleur des autres en 2011, finit juste derrière, pas de titre. Il doit attendre Suzuka. Button remporte brillamment le Grand Prix du Japon et Vettel, qui finit 3ème, prend un titre qui lui semblait promis rapidement. Il est double champion du monde. Mais cette ultra domination a lassé le public qui espère que les cartes seront redistribuées en 2012. En attendant, Seb s'impose en Corée du Sud et se rachète de 2010 et prend une 11e et dernière victoire dans la saison lors du tout nouveau Grand Prix d'Inde. Une course qu'il a de nouveau outrageusement dominée. Surprise à Abu Dhabi, Vettel est victime d'une crevaison et abandonne. Et enfin, au Brésil, il laisse plus d'espace à son équipier Weber en grande difficulté durant l'année. Et ce dernier remporte l'ultime Grand Prix de la saison. Grand Prix où Vettel prenait sa 15e pole position de la saison, battant ainsi le record de 14 détenu par Nigel Mansell en 92. Bon, en espérant pour le spectacle que 2012 soit plus comme 2010 que 2011. La saison 2012 sera effectivement plus comme 2010 que 2011. Le retour à la réalité est brutal, la concurrence a refait son retard et Vettel n'est que 6ème en qualification du Grand Prix d'Australie. Il termine finalement 2ème derrière Button. Il s'accroche avec l'imprévisible Karthikeyan en Malaisie mais parvient à s'imposer à Bahreïn. Mais ce début de saison est complètement fou et la F1 voit 7 pilotes différents remporter les 7 premières courses. Le championnat est très indécis. Après Bahreïn, Vettel ne trouve plus le chemin du podium, mais à Valencia, il est en tête et en passe de devenir le premier pilote à remporter 2 courses dans cette saison. Mais un problème d'alternateur vient mettre un terme à sa course et c'est Alonso qui triomphe. À ce moment-là, Vettel est 4ème du championnat avec 85 points. Alonso est premier avec 111. Donc 26 points d'écart, c'est pas tant que ça au vu de sa difficulté à se lancer. C'est parce qu'il n'est pas le seul à souffrir. Les McLaren manquent de régularité, Ferrari manque de performance malgré les exploits d'Alonso. Même chose pour les Mercedes et les Lotus, et Mark Webber a su marquer un petit peu plus de points que Vettel, mais son avance semble fragile. Mais après Valencia, on attend le retour de Vettel. Webber s'impose de nouveau à Silverstone, Alonso est 2ème et Vettel retrouve enfin le podium avec une 3ème place. Chez lui en Allemagne, Vettel réalise un dépassement par l'extérieur sur Button à 2 tours de l'arrivée, mais vu qu'il sort des limites de piste, l'Allemand est pénalisé de 20 secondes et il est finalement classé 5ème, alors qu'Alonso remporte l'épreuve. L'Espagnol s'envole au championnat, le 3ème titre semble être pour l'Ibérique. 154 points contre 120 pour Webber et 110 pour Vettel. Ok, il reste pas mal de Grands Prix, mais c'est une avance confortable. Vettel parvient malgré tout à finir devant le leader du championnat en Hongrie, mais c'est seulement une 4ème place. Mais à Spa, c'est le tournant de la saison. Quelques mètres après l'extinction des feux, c'est le carambolage. Hamilton, Perez, Grosjean et surtout Alonso restent sur le carreau. Vettel est toujours en course et si Button est le plus fort, il prend les 18 points de la 2ème place. 164 à 140, c'est plus pareil. Vettel est alors relancé et si Mark Webber est toujours dans le coup, l'Australien va sombrer en cette fin de saison. C'est donc une bataille pour le 3ème titre entre Fernando Alonso et Sebastian Vettel. Après pareille domination en 2011, le public espère un petit peu de renouveau et de voir un Alonso avec une voiture clairement inférieure se battre pour le titre place l'Espagnol en chouchou du public. Et justement, l'Espagnol reprend un petit peu de marge en Italie lorsque l'alternateur de Vettel rend l'âme. 179 points pour Alonso et Vettel retombe 4ème du championnat. Oui, Hamilton est 2ème avec 142 points, Raikkonen a fait une remontée incroyable et il est actuellement 3ème avec 141 points, et Vettel est 4ème avec 140 points. Donc il est pas loin du tout de la 2ème place. 2 points. C'est pas beaucoup. En revanche, pour la première place, c'est un petit peu plus loin. Et comme en 2010, attention à la bête blessée. Ce n'est pas compliqué, Vettel décroche la victoire aux 4 courses suivantes. À Singapour, décidément un circuit qui lui convient bien, de même que Suzuka. Le Grand Prix du Japon voit Vettel infliger un 25-0 à Alonso qui abandonne au départ sur crevaison. Il revient donc à 4 points de l'Espagnol. En 2 courses. Et au Grand Prix suivant en Corée du Sud, Vettel reprend les commandes de la saison. Et en Inde, il enfonce le clou avec une domination semblable à 2011. La tendance est de nouveau inversée et le public est résigné. Ça va être de nouveau Vettel champion du monde. Oui, mais à Abu Dhabi, l'Allemand part de la voie des stands. Il avait fait le 3ème temps en qualif, mais n'avait pas assez d'essence dans son réservoir. Du coup, disqualifié. Ce challenge permettra à Vettel de réaliser l'une de ses plus belles courses en carrière. Il évite les pièges du peloton et remonte tout au long du Grand Prix. Même si cette performance est un petit peu dans l'ombre de la victoire de Kimi Raikkonen, Vettel termine 3ème juste derrière le Finlandais et Alonso.
10 points d'écart. À Austin, pour le retour du Grand Prix des États-Unis, Vettel signe la pole position et termine deuxième juste devant Alonso. Il y a 13 points d'écart entre ces deux pilotes et le titre va se jouer à la dernière course au Brésil. Ça semble compliqué pour Alonso, d'autant plus que l'Espagnol part 8ème. 4 places derrière Vettel, mais une chose va tout changer. Au 4ème virage, Sébastien Vettel est accroché par Bruno Senna. À l'envers sur la piste, Sébastien a la présence d'esprit de laisser sa voiture rouler. Ainsi, il peut garder un petit peu de contrôle si besoin. Il repart évidemment dernier, qui plus est avec une voiture bien blessée. Pas le choix, il faut faire un miracle. Dans des conditions changeantes, le suspense est insoutenable. Vettel parvient malgré tout à remonter, même si certains ne l'aident pas. Lorsqu'il est derrière son équipier Weber, le muret Red Bull passe une consigne claire. Multi-12, multi-12, la voiture 1 devant la numéro 2. Mais Weber feint de ne pas comprendre. Ok. Vettel parvient malgré tout à passer son équipier et retrouve le top 10 assez rapidement. En cas de victoire d'Alonso, il doit impérativement terminer 4ème au pire. Auquel cas, il serait titré au nombre de victoires. Mais cette course est folle. Hülkenberg et Hamilton qui se disputaient la victoire s'accrochent tristement et Button hérite du commandement. Button premier devant Alonso. Vettel, pris pour celui qui fut son dauphin un an auparavant, tient la tête car Sébastien n'est que 6ème, juste devant son idole Michael Schumacher qui vit son dernier Grand Prix. À 3 tours du but, Paul Di Resta se crache dans le dernier virage. La chouva s'est intensifiée et la safety car entre en piste. Vettel peut donc respirer. La saison 2012 se termine derrière Bernd Melander et Button remporte son ultime victoire en F1. Alonso est 2ème, Vettel 6ème. Il remporte son 3ème titre mondial, 3 points devant l'Espagnol. Il devient ainsi le premier pilote à remporter ses 3 premiers titres mondiaux consécutivement. Mais Verstappen va le rejoindre en 2023. Et si c'est pas le cas, je passerai pour un con, mais je prends le risque. C'était une année éprouvante pour Sébastien Vettel qui a dû se battre. Si le public espère qu'Alonso aura sa revanche en 2013, Vettel espère une année plus calme. Malheureusement pour les fans du Taureau des Asturies, ce sera la deuxième option. Même si au début on avait peu d'espoir, Raikkonen s'impose à la manche d'ouverture en Australie devant Alonso et Vettel. Mais dès le deuxième Grand Prix en Malaisie, Vettel remet les pendules à l'heure et ce pour plusieurs raisons. Alors que l'Espagnol abandonne tôt dans la course, les Red Bull se dirigent vers le doublé. Weber devant Vettel. Afin de figer les positions, Red Bull passe la consigne Multi-21. Vous avez très bien compris. Mais au même titre que Weber 2 Grands Prix plus tôt, Vettel n'applique pas les consignes d'équipe et attaque son équipier. Il remporte donc sa première victoire de la saison, mais des regards inquisiteurs l'attendent dans le parc fermé. Weber ne manque pas de donner sa vision des choses sans filtre quand l'équipe tend à garder les choses en interne. Vettel s'excuse dans un premier temps avant de revenir sur son mea culpa au Grand Prix suivant. Vettel l'affirme, le numéro 1 de l'équipe c'est lui, Weber n'est qu'un faire-valoir. Voilà qui n'aide surtout pas l'image de Vettel. Et il fera d'ailleurs les frais de cette image de pilote capricieux à qui tout est permis. Image un peu injustifiée, mais ça on le verra plus tard. Bref, Alonso remporte 2 des 3 Grands Prix suivants la Malaisie, c'est-à-dire la Chine et l'Espagne. Un bon début de saison pour Ferrari et on s'attend à une lutte pour le titre. Vettel s'impose quant à lui à Bahreïn, mais il se trouve que Ferrari a encore du mal à suivre et Vettel prend petit à petit de la marge. Il remporte le Grand Prix du Canada, se rachetant ainsi de 2011, mais à Silverstone, il l'abandonne pour problème de boîte de vitesse. Mais ce Grand Prix marque un tournant. Les nombreuses explosions de pneus forcent Pirelli à revenir à la version 2012 de ses gommes. Un changement grandement soutenu par Red Bull, soi-disant pour la sécurité. Ah, l'argument de sécurité. Difficilement balayable. Mais on connaît la communication de Red Bull et ils ont certainement une idée derrière la tête. Ils savent qu'avec les pneus de 2012, ils auront un petit avantage. Et ça va à peine se voir. Au Nürburgring, Vettel s'impose enfin à domicile, puis il se contente de la 3ème place du Grand Prix de Hongrie. Puis Vettel et Red Bull vont marquer l'histoire au retour des vacances. Il reste 9 Grands Prix que Vettel va transformer en 9 victoires. Un record de victoires consécutives qui était jusqu'alors porté à 7 par Schumacher et Ascari. 9 victoires consécutivement, c'est indécent. Lassé par cette domination, le public sifflera à plusieurs reprises l'Allemand sur le podium. Face à ces mauvais gestes, Vettel répondra avec philosophie, affirmant comprendre le public. Mais dans cette domination qui force certains à détourner le regard, on trouve de sacrées pépites. Tellement facile sur ce tracé sinueux que Vettel ne se contente que d'une seule tentative en qualification pour prendre la pole position. Il regarde la fin de la Q3 dans son garage. Cette fin de saison est une démonstration de pilotage, un pilotage propre, précis et canalisé. Dans la nuit de Singapour, Vettel s'échappe au rythme de 2 secondes au tour. Il a certes la meilleure voiture, mais avec de telles performances, il prouve qu'il mérite son titre.
En Inde, Vettel peut décrocher le titre et réalise alors une course stratégiquement particulière. L'Allemand s'arrête dès le deuxième tour et remonte vite pour reprendre la tête de course et s'imposer une troisième fois d'affilée en Inde. Ce jour-là, Sebastian Vettel remporte son 4e titre de champion du monde. Il devient le 4e homme à atteindre ce cap. Fangio, Prost, Schumacher et enfin Vettel. L'Allemand offre au public une série de donuts avant de descendre de sa voiture et de se prosterner devant. Sebastian Vettel et Hungry Heidi. Heidi l'affamé, le nom de sa voiture. Oui, Vettel a donné un nom à chacune de ses voitures. Après, il ne faisait pas ça à premier degré, mais voilà, ça fait partie du personnage. Les donuts deviendront alors une tradition chez Vettel en cette fin de saison, et ce, malgré les stupides amendes que lui inflige la FIA pour ses moments de spectacle. Au Brésil, Sebastian Vettel remporte sa 13e victoire de la saison et égale ainsi le record de Michael Schumacher en 2004. Mais un Grand Prix plus tôt, après sa victoire à Austin, Vettel laissera un message très clairvoyant, surtout vu d'aujourd'hui. We have to remember these days. We have to remember these days. There's no guarantee that they will last forever. Effectivement, après 2013, la F1 va sacrément changer. Une transformation à tous les étages, et Vettel a raison, il a beau être au sommet de la discipline, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ça, c'est pour le prochain épisode. En attendant, vous savez quoi faire sur la plateforme avec les 5 gestes importants. Je vous ai mis en description les liens des différents réseaux sociaux ainsi que de la chaîne secondaire La Piste. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Sébastien Vettel. À la prochaine. Je vous ai dit que l'épisode numéro 2 allait être plus long que le premier, mais attendez le 3e. Parce qu'on a encore 10 ans hein, quasiment à faire, 10 saisons à retracer. Ouais. On en a fait 5 là aujourd'hui. C'est peut-être un indice colossal. Hein. Mais voilà, j'ai hésité du coup, comme je vous ai dit dans la première vidéo, j'ai hésité à faire un quadriptyque, mais parce que je suis un peu borné et que avant j'ai fait des triptyques, je préfère rester sur les triptyques. C'est pas un argument valable, hein, mais c'est le mien. Voilà, j'espère que vous kiffez, en tout cas. Donc, 3e épisode dans une semaine. Sinon, il y aura quand même une deuxième vidéo, enfin une 3e vidéo cette semaine. Ça fait penser que la Route de Rêve 2 vient de se terminer, donc la Route de Rêve 2, la saison 2 de la Route de Rêve, avec 8 nouveaux épisodes. Ils sont tous disponibles, donc merci à ceux qui les ont vus. Et au retour que vous avez fait, sinon j'invite les petits curieux, ceux qui hésiteraient à aller voir, allez voir. C'est totalement différent de ce que je fais là aujourd'hui, on est vraiment, ce que je fais habituellement, là on est vraiment dans une immersion d'une équipe amateur. Voilà. Mais sinon, des bisous.